À 16 ans, mes parents ont coupé les fonds de mon traitement contre le cancer pour payer l'académie de sport de mon frère, me traitant de « dépenses malheureuses ». Ils ont tenté de signer ma décharge dans mon dos, alors j'ai tout enregistré, je les ai poursuivis en justice, et j'ai regardé leur monde entier s'effondrer. Salut, Reddit. Mes parents ont été clairs, mon frère comptait, et moi non. J'ai essayé de vivre ma propre vie, mais ils m'ont ramené de force dans leur chaos. Voici comment tout a vraiment commencé. Je m'appelle Rylan Hay. J'avais 16 ans à l'époque et, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été le genre de gamin que les gens oublient. Pas de façon tragique comme dans un film, juste un personnage d'arrière-plan dans sa propre maison. Mon frère, Talon, était la star. Tout tournait autour de lui, son entraînement, ses performances, son avenir. J'ai appris très tôt que la meilleure façon d'éviter les ennuis était de n'avoir besoin de rien, de ne rien demander, et de tout résoudre seul. Je ne pensais pas que cet état d'esprit finirait par me sauver la vie. Ça a commencé doucement. Un bleu sur mon tibia dont je ne me souvenais pas. Puis un autre. Puis me réveiller fatigué, peu importe combien je dormais. Je montais les escaliers et j'avais l'impression d'avoir couru 1 kilomètre. Ma mère, Mara, levait à peine les yeux des fruits qu'elle coupait pour les chaques protéinés de Talon. Arrête de faire ton cinéma, Rylan. Tu n'es plus un enfant. Ensuite, l'infirmière de l'école a envoyé une note imprimée disant que je devais faire des analyses de sang. Mara l'a jetée à la poubelle comme si c'était une publicité indésirable. Une deuxième note est arrivée 2 semaines plus tard. Mon père, Brent, a signé, refusé, et m'a dit d'arrêter d'inventer des problèmes. Talon a un tournoi samedi, a-t-il dit, comme si c'était une raison valable pour m'empêcher de passer des examens médicaux. Je n'ai pas insisté. J'avais l'habitude de ne jamais insister. Je travaillais à l'entrepôt quand les choses ont fini par me rattraper. Je me suis penché pour ramasser une boîte, rien de lourd, et j'ai eu l'impression que tout mon corps se dérobait sous moi. Le sol m'est arrivé dessus de côté. Quelqu'un a crié mon nom. Puis le monde a clignoté. Quand je me suis réveillé, les lumières étaient trop vives, et tout sentait le plastique. J'ai entendu quelqu'un parler vite près de ma tête. Quand je me suis tourné, Trevor, un infirmier avec une coupe militaire et le genre Dieu à qui rien n'échappe, était là. « Reste avec moi », a-t-il dit. À l'hôpital, tout s'est passé dans un flou. Prise de sang, perfusion, moniteur. Le docteur Atwood est entré avec cette expression prudente et triste, et m'a annoncé que j'avais une leucémie. Avancée, mais traitable. Mes parents sont arrivés des heures plus tard, agissant comme s'ils jouaient dans leur propre documentaire inspirant. Mara pleurait dans des mouchoirs. Brent me serrait l'épaule de façon théâtrale. Ils ont posté des choses en ligne comme « Notre petit combattant est fort ». La famille d'abord. Les gens commentaient avec des émojis cœur et des « prières pour vous ». C'était faux, mais pendant un court instant, c'était au moins de l'attention. J'ai commencé la chimio. C'était dur. Nausées, faiblesse, maux de tête, un goût métallique dans la bouche qui ne partait pas. Mais le docteur Atwood disait que mes chiffres s'amélioraient. Je me suis accroché à ça comme à une bouée de sauvetage. Puis la lettre d'admission de Talon est arrivée. La National Athlete Development Academy, le genre de programme autour duquel mes parents avaient pratiquement construit toute leur personnalité. Soudain, leurs visites dans ma chambre sont devenues plus courtes. Ils s'asseyaient le dos à moitié tourné, faisant défiler les coups de l'académie sur leur téléphone. Brent n'arrêtait pas de marmonner à propos des contraintes financières. Mara soupirait comme si quelqu'un l'avait accablée d'une lessive supplémentaire. Je ne voulais pas l'admettre, mais je savais ce qui allait arriver. Le jour où ils l'ont finalement dit, je me souviens que l'air semblait lourd, comme si la pièce savait avant moi. J'étais assis dans mon lit, à moitié fatigué, la couverture sur mes jambes. Brent et Mara sont entrés ensemble, ce qu'ils ne faisaient que lorsque quelque chose de grave se passait. Leur visage était raide, déterminé. Mara a posé un dossier. Rylan, il faut qu'on parle. Brent a croisé les bras comme si c'était une réunion de bureau, et non une conversation sur ma vie. Talon a besoin de notre soutien total pour l'académie, a dit Mara. C'est une opportunité énorme. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Brent a laissé échapper un long soupir, comme s'il était épuisé d'expliquer la vie à un enfant. On ne peut pas se permettre de continuer à tout diviser. Ton traitement dure déjà depuis des semaines.
Tu es stable. Tu as eu assez de cycles. Je l'ai fixé. Je ne suis qu'à la moitié. Arrête de dramatiser, a coupé Mara. Tu exagères toujours tes problèmes. Les mots ont frappé plus fort que je ne le pensais. Quelque chose dans ma poitrine s'est glacé. Mes mains tremblaient, mais je les ai gardées sous la couverture alors que j'attrapais mon téléphone et appuyais sur enregistrer. Je n'ai même pas réfléchi, c'est arrivé tout seul. Une partie de moi savait que j'aurais besoin de preuves. Mara adoucit sa voix, ce qui, d'une certaine manière, a rendu les choses pires. Chérie, tu as 16 ans, tu es assez grand pour comprendre les vérités difficiles. L'avenir de Talon est en jeu. On ne peut pas sacrifier ça. Sacrifier. Elle a vraiment utilisé ce mot. Derrière eux, j'ai vu un mouvement dans l'embrasure de la porte. Trevor se tenait là, faisant semblant de vérifier un dossier, mais complètement concentré sur ce qu'il disait. Sa mâchoire s'est contractée. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Puis mes parents sont sortis comme s'ils venaient de finir de discuter de leur projet pour le week-end. Quand la porte s'est fermée, la pièce a semblé plus froide. Trevor est entré. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas fait semblant que tout allait bien. Il a juste dit, d'une voix basse et ferme, « Garde cet enregistrement. Ne le perds pas. » J'ai hoché la tête parce que ma gorge ne fonctionnait plus. C'est à ce moment-là que j'ai finalement compris quelque chose de clair. Mes parents n'étaient ni confus, ni stressés, ni dépassés. Ils avaient fait le calcul, et j'étais celui qu'ils étaient prêts à soustraire. Après tout ce qui s'est passé à l'hôpital, après avoir entendu mes parents dire à voix haute que je ne valais pas le coup de mon propre traitement, je suis resté éveillé à penser depuis combien de temps cela se préparait vraiment. Les gens ne se réveillent pas un jour en décidant que leur enfant est sacrifiable. Ce genre de pensée grandit lentement, presque silencieusement, en arrière-plan d'une famille. Et quand j'ai repensé à mon enfance, j'ai réalisé que ce n'était pas compliqué. Il y avait deux moments qui disaient tout sur qui étaient mes parents, et qui j'étais censé être. Le premier, c'était quand j'avais 12 ans. Notre vieux SUV ne démarrait plus et mon père, Brent, a décidé que c'était un moment, apprend à accent grave homme à accent grave péché. Sauf que ce n'était pas de l'enseignement. C'était lui, debout dans l'allée, me hurlant des instructions comme si j'étais un mécanicien qui avait gâché sa commande. Talon était à l'intérieur en train de jouer à un jeu vidéo de sport parce que, ses mains étaient trop précieuses pour risquer des égratignures. C'étaient les mots exacts de mon père. Je me souviens m'être glissé sous le SUV, le gravier s'enfonçant dans mon dos, sans même vraiment savoir ce que je devais vérifier. Brent continuait de crier des choses comme « Desserre le boulon de droite », même s'il y avait environ 15 boulons identiques là-dessous. J'ai essayé quand même, et la clé a glissé. Mon bras a heurté un bord tranchant sous le moteur, et une coupure s'est ouverte instantanément profonde, saignant rapidement, piquant si fort que j'en ai eu le souffle coupé. Je me suis extirpé de là en tenant mon bras, le sang coulant jusqu'à mon coude. Brent n'a pas bougé vers moi. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il a juste marmonné, incroyable, comme si je l'avais dérangé. Mara est sortie une minute plus tard. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis a levé les yeux au ciel. Rylan, arrête avec ton théâtre. Talon doit partir bientôt, et nous n'avons pas le temps pour ça. Je me souviens être resté là, tremblant, une serviette pressée contre mon bras, réalisant qu'il n'allait pas me faire entrer, ni nettoyer la coupure, ni même demander ce qui s'était passé. Alors, je suis allé aux toilettes, je l'ai rincé, je l'ai enveloppé avec des essuie-tout, et je suis resté silencieux parce que le silence était plus facile. Le deuxième moment s'est produit 2 ans plus tard. Je m'étais inscrit à une expo sciences régionale et j'avais fini par gagner la première place. Personne ne s'y attendait. Ni mes professeurs, ni mes camarades, et certainement pas mes parents. C'était comme la première chose qui m'appartenait, quelque chose pour lequel j'avais travaillé et qui n'avait rien à voir avec Talon. La cérémonie de remise des prix avait lieu un jeudi soir. J'ai demandé à Mara et Brent s'ils pouvaient venir. Mara a dit, si Talon n'a pas d'entraînement, sachant déjà qu'il en avait. Talon avait toujours quelque chose. Il avait tout un calendrier construit autour de lui comme un système solaire. Ils ne sont pas venus, pas même un texto. Quand ils ont annoncé mon nom, je suis monté sur scène et j'ai regardé un siège vide. Les autres enfants avaient des parents qui applaudissaient, prenaient des photos, pleuraient de joie. Les miens étaient probablement en train de chronométrer les sprints de Talon au centre d'entraînement. Quand l'événement s'est terminé,
j'ai attendu devant l'entrée, espérant qu'ils me surprendraient peut-être. Ils ne l'ont pas fait. J'étais sur le point de commencer à rentrer à pied quand le coach Navarro m'a repéré. Il m'a demandé si on venait me chercher. J'ai dit non. Il n'en a pas fait tout un plat, il a juste hoché la tête et a dit « D'accord, monte ». Il n'a même pas posé de questions indiscrètes. D'une certaine manière, ça rendait la chose pire, le fait qu'il ne soit pas choqué que je sois debout là, tout seul. Ce soir-là, j'ai accroché le certificat sur mon mur, mais c'était comme mettre un trophée dans un placard sombre. Personne ne le voyait, à part moi. Après m'être souvenu de ces moments, quelque chose a fait clic dans ma tête. Ça ne m'a pas encore mis en colère, pas de manière bruyante. C'était plutôt comme un sentiment froid et constant qui s'installait. Cette compréhension que, peu importe ce qui arriverait ensuite, je ne pouvais compter sur eux pour rien. Si je voulais survivre à ça, je devais arrêter d'espérer qu'ils changent, car ils m'avaient déjà montré qui ils étaient. Et maintenant, c'était à mon tour de leur montrer que je n'étais pas aussi facile à effacer qu'ils le pensaient. Recevoir le diagnostic de leucémie n'a pas semblé dramatique. C'était froid et clinique. Certains jours, je jurais que mes os se dissolvaient de l'intérieur, tête brumeuse, membres lourds, et ce goût métallique qui ne partait pas. Le docteur Atwood continuait de souligner de minuscules améliorations comme si c'était des pierres pour traverser une rivière. « Tu réagis bien, me disait-il. Nous devons juste rester constants. » Mes parents entendaient les mêmes mots et les traduisaient en autre chose, temps, argent, désagrément. Au cours de la semaine suivante, les choses ont changé rapidement. Les visites de mes parents sont devenues plus courtes. Leur attention s'égarait. Ils passaient plus de temps dans le couloir à parler avec le personnel de facturation qu'assis avec moi. Un après-midi, j'ai surpris une conversation tendue et chuchotée avec un administrateur de l'hôpital. Leur voix traversait les murs fins. « Brent, il doit y avoir un moyen moins coûteux de gérer ça. » L'administrateur, moins coûteux. C'est le protocole requis. Mara, eh bien, nous devons ajuster quelque chose. Notre autre fils a des opportunités. Entendre ça m'a fait sombrer à l'intérieur, mais j'ai essayé de me dire que c'était juste une mauvaise formulation. Les gens disent des choses stupides quand ils sont stressés. Quelques jours plus tard, le docteur Atwood est entré avec de nouveaux graphiques, souriant faiblement. Tes chiffres semblent bons, riant, mais il est critique que nous terminions le cycle complet. Arrêter tôt serait extrêmement dangereux. Il a dit ça avec ce ton prudent que les médecins utilisent quand ils veulent s'assurer que tout le monde comprend la gravité de la situation. Mes parents ont échangé un regard derrière son dos. Je l'ai intercepté. Une expression rapide et tendue qui n'était pas de la peur. C'était de la frustration. Après qu'ils soient sortis, je les ai fixés, attendant d'être rassuré. Mara a juste dit, tu l'as entendu. C'est un processus long et coûteux. Brent a ajouté, on ne peut pas tout faire, fiston. Ces phrases sont restées gravées en moi à cause de la désinvolture avec laquelle ils les ont dites. Ce soir-là, quelque chose d'étrange s'est produit. Un administrateur de l'hôpital a laissé un paquet de dossiers sur le comptoir en vérifiant ma pompe à perfusion. Je n'avais pas l'intention de regarder, mais mon propre nom imprimé en gras a attiré mon attention. Sur la page en dessous, une ligne indiquait « Demande de transfert de la partie responsable ». Refusé. La date remontait à 6 mois. Il y a 6 mois, je n'étais même pas malade. Il y a 6 mois, je travaillais après l'école, économisant de l'argent pour une voiture d'occasion, ignorant totalement que mes parents remplissaient des papiers concernant mes décisions médicales. Quand Trevor est entré plus tard, je l'ai pointé du doigt. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle chuchotait. Il s'est figé juste un instant. Puis il s'est approché, les yeux plissés. « Ça veut dire que quelqu'un a essayé de retirer le pouvoir de décision médicale à tes parents. Pour le donner à qui ? » Sa mâchoire s'est contractée. Je ne sais pas encore, et je ne vais pas deviner. Mais pourquoi ferait-il ça ? Trevor a fixé le papier à nouveau comme s'il voulait le brûler du regard. Parce qu'il planifiait, a-t-il dit calmement. Garde la tête basse. Ne leur en parle pas. Et quand l'assistante sociale reviendra, dis-lui que tu l'as vu. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Et si tu peux prendre une photo de cette page, fais-le. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste fixé le plafond, laissant tout se réorganiser dans ma tête. Mes parents planifiaient quelque chose bien avant le diagnostic. C'est pour ça que rien ne semblait accidentel.
C'est pour ça que leur réaction semblait répétée. Ils n'étaient pas accablés par ma maladie. Ils en étaient agacés. Le matin après que mes parents m'ont annoncé qu'ils arrêtaient de payer pour mon traitement, tout semblait différent. Je savais que j'étais seul. La première chose que j'ai faite a été de réécouter l'enregistrement que j'avais pris sous la couverture. Entendre leur voix à nouveau calme, pragmatique, presque joyeuse en me coupant ma chance de vivre m'a tordu l'estomac, mais ça ne m'a pas fait pleurer. Ça a juste confirmé ce que je devais faire. J'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai commencé à tout écrire, dates, symptômes, choses qu'ils avaient dites, conversations dont je me souvenais, comment ils me traitaient avant le diagnostic. Pas parce que j'avais déjà un plan, mais parce que j'avais besoin d'un dossier. S'ils pouvaient réécrire la réalité si facilement, je n'allais rien laisser à la mémoire. Quelques heures plus tard, Trevor est venu vérifier mes signes vitaux. Il avait généralement cette attitude de dur à cuire imperturbable, mais ce matin-là, il ressemblait à quelqu'un qui avait vu une voiture dériver vers une falaise et réalisé que le conducteur s'en fichait. « Ça va ?» a-t-il demandé, même s'il connaissait déjà la réponse. « Pas vraiment » ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. « D'accord, alors trouvons une solution. » Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais j'ai suivi son mouvement. Quand il a fini de vérifier ma tension artérielle, il a fermé doucement la porte de la chambre derrière lui et a parlé sur un ton que je ne lui avais jamais entendu. Bas et contrôlé. Tes parents ne peuvent pas légalement te retirer du traitement si cela te met en danger immédiat, a-t-il dit. Mais tu es mineur, donc l'hôpital doit prouver la négligence. J'ai dégluti. Comment on prouve une chose pareille? Trevor a tapoté le dos de mon téléphone à travers la couverture. Tu as déjà commencé. C'était le premier moment où j'ai ressenti une petite étincelle de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Plus tard cet après-midi-là, Cecilia, l'assistante sociale de l'hôpital, est entrée dans ma chambre avec un presse-papier et un regard qui disait qu'elle n'était pas là pour jouer à faire semblant. Elle s'est assise sur la chaise à côté de mon lit et ne s'est même pas embarrassée de banalité. J'ai besoin de comprendre clairement ta situation, a-t-elle dit. De ton point de vue, du début à la fin. Je lui ai tout raconté. Le changement de comportement de mes parents, l'admission de Talon à l'académie, la façon dont ils avaient formulé leurs décisions, et comment ils agissaient comme si ma vie était une négociation. Cecilia n'a pas interrompu. Elle écrivait vite, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai fini, elle a posé son stylo et a dit, « Je vais demander l'historique de ton dossier. Je veux voir s'il y avait des signes avant-coureurs. » Des signes avant-coureurs? Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Elle est revenue le lendemain matin en tenant un mince dossier beige. Elle a fermé la porte derrière elle. Riant, a-t-elle dit doucement. Tes parents ont déposé une demande de transfert de la partie responsable il y a 6 mois. Donc la date que j'ai vue n'était pas un bug, ai-je dit. Mon estomac s'est retourné. Il y a 6 mois, je n'étais même pas malade. Elle a ouvert le dossier. Ils ont tenté d'assigner l'autorité médicale sur toi à ton cousin, Dorian Hay. Ma poitrine s'est serrée. Pourquoi lui? Nous ne savons pas. Mais la demande a été refusée parce que les mineurs ne peuvent avoir de transfert de décision que dans des circonstances spécifiques. Néanmoins, la tentative elle-même est préoccupante. Je ne savais pas s'il fallait rire ou vomir. Mes parents planifiaient quelque chose bien avant d'avoir une raison. Du moins avant que je ne pense qu'ils avaient une raison, mais ce n'était même pas le pire. Cecilia a sorti une autre feuille. J'ai aussi contacté l'infirmière de ton école. Selon elle, elle a envoyé 2 lettres recommandant des analyses de sang immédiates. Je me sentais déjà malade, mais entendre ça m'a donné le vertige. Ils les ont ignorées, ai-je demandé doucement. Oui, a-t-elle dit. Ta mère en a jeté une et ton père a refusé la seconde. Tu avais besoin de tests des mois avant de t'effondrer. Quelque chose en moi s'est brisé. Pas bruyamment, juste assez pour changer la forme de qui j'étais. Dans la soirée, les choses ont escaladé plus vite que je ne le pensais. Le docteur Atwood a fait irruption dans ma chambre en tenant des papiers du vrai papier, pas la tablette qu'il portait habituellement. Son front était plissé. Votre père, a-t-il dit, a soumis une demande de sortie. J'ai senti le sang quitter mon visage. Trevor était juste derrière lui, secouant la tête. Nous l'avons intercepté. Le docteur Atwood a posé les papiers sur ma table de lit comme s'ils étaient radioactifs. Arrêtez le traitement maintenant est médicalement catastrophique, a-t-il dit.
Je dépose un rapport d'urgence. Sa voix ne tremblait pas. La mienne tremblait quand j'ai chuchoté, il se fiche vraiment de savoir si je vis. Cécilia est arrivée quelques minutes plus tard, composant déjà des numéros sur son téléphone. Rylan, a-t-elle dit, nous engageons une action en justice. J'ai besoin de ta permission pour procéder. J'ai hoché la tête. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, je faisais le mien. Je pensais que les hôpitaux étaient stressants. Je pensais que la chimio était stressante. Il s'avère que rien de tout cela n'est comparable au fait d'être poussé dans une salle d'audience de comté exiguë à 8 heures du matin pendant que vos parents tempêtent comme s'ils étaient les victimes d'une conspiration. L'audience n'a été programmée que parce que Cécilia a déplacé des montagnes pour la faire passer immédiatement. Mon prochain cycle de chimio était dans quelques jours. Si nous n'obtenions pas l'autorité médicale d'urgence, je serais renvoyé chez moi pour une mort lente que quelqu'un d'autre avait choisie pour moi. Ils m'ont dit que j'étais assez stable pour être transporté, ce qui ne voulait pas dire que je me sentais bien. Cela voulait dire que mes chiffres n'étaient pas assez bas pour que je m'effondre sur le parking. Le docteur Atwood a commandé un fauteuil roulant. Trevor a insisté pour venir, et Cécilia a géré l'audience d'urgence comme si le bâtiment était en feu. Le hall du tribunal semblait plus froid que l'hôpital. J'étais enveloppé dans une couverture d'hôpital avec le pansement de la perfusion toujours sur mon bras. Trevor se tenait derrière mon fauteuil roulant, les mains serrées sur les poignets, scannant la pièce comme s'il s'attendait à une menace. Cécilia marchait devant avec sa pile de dossiers. Je me sentais exposé, comme si tout le monde fixait l'enfant malade qu'on emmenait au combat sur des roulettes. Mais je sentais aussi quelque chose d'étrangement solide sous cette humiliation. Je ne faisais pas ça tout seul. Mes parents étaient déjà là. Mara faisait les 100 pas en petits cercles comme si elle répétait un discours. Bren se tenait raide à côté d'elle, la mâchoire serrée, le visage rouge. Quand ils m'ont vu dans le fauteuil roulant, leurs expressions ne se sont pas adoucies. Au contraire, elles se sont durcies, comme si ma condition physique était un désagrément. La voix de Mara s'est brisée alors qu'elle se précipitait vers moi. Rylan, qu'est-ce que c'est que ça? Ils t'ont traîné ici? Tu es trop fragile. Trevor s'est interposé devant elle sans dire un mot. Juste un regard de sa part là arrêté net. Brent a pointé Cécilia du doigt. C'est de la manipulation. Il le monte contre nous. Cécilia n'a même pas scié. On entre. À l'intérieur de la salle d'audience, le juge m'a jeté un coup d'œil pâle, une couverture sur les jambes, respirant plus fort que je ne le voulais et son expression a changé. Pas de la pitié, de la reconnaissance. Elle a compris pourquoi nous étions là. L'audience a commencé immédiatement. Cécilia a présenté la pétition en premier. Elle a exposé la chronologie, les renvois ignorés, la tentative de décharge. Sa voix était concise, professionnelle et impitoyable. Puis le docteur Atwood s'est avancé et a remis mes dossiers médicaux. Il a parlé calmement mais fermement, expliquant mon diagnostic, comment j'avais réagi au traitement jusqu'à présent, et comment arrêter maintenant mettrait presque certainement fin à ma vie. Ce n'est pas optionnel, a-t-il dit. Sa survie dépend de l'achèvement du protocole. L'avocat de mes parents a bondi comme s'il attendait son signal. Mes clients sont des parents effrayés. Ils sont dépassés. N'importe qui le serait. Ils ne sont pas malveillants. Ils ne peuvent tout simplement pas se permettre un traitement excessif et inutile. L'hôpital est. Le juge l'a coupé. Tenez-vous en aux faits, pas aux opinions. Brent est intervenu quand même. On profite de nous. Il prolonge le traitement pour le profit. Mara a ajouté, Rylan exagère toujours ses symptômes. Il est impressionnable. Ces gens le nourrissent de mensonges. Les mains de Trevor se sont resserrées sur les poignets de mon fauteuil. Navarro, qui s'était glissé discrètement et avait pris place derrière nous, s'est légèrement penché en avant comme s'il allait intervenir. Je connaissais déjà la demande de transfert, mais l'entendre énoncer dans un dossier judiciaire la rendait plus laide. Officiel. Cécilia ne leur a rien dit que nous n'avions pas déjà vécu. Elle l'a juste rendu officiel. Votre honneur, j'ai des documents montrant que les parents ont tenté de transférer l'autorité de décision médicale sur leur fils à un cousin 6 mois avant le diagnostic. Le juge a levé les yeux lentement. 6 mois. Cécilia a remis le formulaire. Oui. Le département l'a refusé immédiatement, mais la tentative elle-même est préoccupante. La salle est devenue silencieuse comme une tombe.
La seule chose que j'entendais était mon rythme cardiaque et le faible bourdonnement des lumières du tribunal. Mara a craqué la première. C'était par précaution. Les familles se préparent aux urgences. La voix du juge s'est aplatie. Vous avez tenté d'assigner son autorité médicale à quelqu'un en dehors de votre foyer sans motif valable. Brent a essayé de soutenir l'argument. C'était une planification responsable. Non, a claqué le juge. C'était suspect. Cécilia n'avait pas fini. Elle a remis les recommandations de l'infirmière scolaire, celles que Brent et Mara avaient ignorées. S'ils avaient suivi les avis médicaux, la leucémie de Rylan aurait pu être détectée bien plus tôt. La mâchoire du juge s'est serrée. Vous avez ignoré les 2 renvois médicaux? Mara a commencé à pleurer bruyamment. Nous avions des engagements. Talon avait un entraînement. Brent a frappé du poing sur la table. Nous ne pouvons pas négliger l'avenir de notre autre fils. Le juge les a fixés comme si elle venait de découvrir un sandwich moisi dans son bureau. Puis le coup final est arrivé. Cécilia a présenté la demande de décharge que Brent avait déposée dans mon dos. Ils ont tenté de mettre fin à un traitement vital pendant une phase de réponse active. L'avocat de mes parents a essayé de parler. Le juge l'a coupé à nouveau. Arrêtez. Vos clients ont tenté de mettre fin prématurément à un traitement nécessaire. Ce n'est pas un débat. Tout a éclaté en même temps. Brent a hurlé, c'est de la corruption. Mara a crié, on l'empoisonne contre nous. Quelqu'un au fond a halté. L'huissier s'est approché. Navarro s'est levé à moitié, les poings serrés. Trevor a bougé comme s'il était prêt à maîtriser quelqu'un si nécessaire. Le juge a frappé son marteau si fort que le claquement a résonné. Asseyez-vous, tous les 2. Ils ne se sont pas assis. Brent continuait de divaguer. Mara continuait de sangloter et de me pointer du doigt comme si c'était moi qui déchirais la famille en refusant de mourir tranquillement. Finalement, le juge s'est penché en avant. À effet immédiat, le tribunal accorde à l'hôpital l'autorité temporaire de décision médicale pour les soins oncologiques de Rylan. Ses parents ne peuvent ni consentir, ni refuser, ni retarder, ni modifier le traitement, et ils ne peuvent pas tenter de le faire sortir. Une enquête des services sociaux sera ouverte. Toute interférence sera traitée comme une violation de cette ordonnance. Le cri de Mara était brut. Vous ne pouvez pas nous le prendre. Il n'est pas pris, a dit le juge froidement. Il est protégé. Alors que l'huissier les escortait vers la sortie, Brent a crié, vous détruisez cette famille. Navarro a marmonné derrière moi, ils ont fait ça tout seuls. Quand la porte a claqué, la salle est devenue silencieuse, à l'exception de ma respiration inégale. Cécilia a posé doucement une main sur mon épaule. Tu as fait ce qu'il fallait en venant aujourd'hui. Peut-être. Mais alors que j'étais assis là, enveloppé dans une couverture d'hôpital, épuisé et tremblant, tout ce que je pouvais penser, c'était que ce n'était pas une victoire. C'était de la survie. Et ce n'était pas encore fini. Après que le tribunal a retiré l'autorité médicale à mes parents, tout le monde n'arrêtait pas de me dire que j'étais en sécurité maintenant. Comme si le danger avait été des papiers légaux au lieu des gens qui m'avaient élevé. Mais voilà le truc, personne ne semblait comprendre. Mes parents n'étaient pas du genre à accepter de perdre le contrôle. Pas tranquillement, pas avec grâce. Ils ne pensaient pas avoir fait quelque chose de mal, ce qui les rendait 10 fois plus imprévisibles. En vertu de l'ordonnance d'urgence, l'hôpital est devenu mon tuteur médical temporaire, et les services sociaux m'ont placé dans un logement de transition médicalisé, à 10 minutes du service d'oncologie. Ce n'était pas chaleureux, mais c'était à moi. Et pour la première fois de ma vie, quand je fermais une porte, elle restait fermée. L'emménagement n'a cependant pas été paisible. Cécilia a insisté pour que nous transférions mes affaires pendant que mes parents étaient au travail. Mais soit ils sont rentrés tôt, soit ils surveillaient la maison. Parce qu'au milieu de l'emballage de mes vêtements, l'équivalent de 3 tiroirs, j'ai entendu une portière de voiture claquer dehors fort. Puis la porte d'entrée s'est ouverte violemment. La voix de Mara a résonné dans le couloir comme une sirène. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» Trevor a été à mes côtés instantanément. Il s'était porté volontaire pour aider au déménagement, prétendant qu'il avait besoin d'air frais, mais je pense qu'il ne faisait tout simplement pas confiance à la situation. Navarro portait un carton de livres par l'arrière. Talon n'était pas à la maison. Il m'avait prévenu plus tôt qu'il essaierait de les tenir à l'écart, mais apparemment, ça avait échoué.
Mes parents ont fait irruption dans la chambre, tous deux rouges, tous deux furieux. Les yeux de Brent étaient injectés de sang comme s'il avait crié avant même d'entrer. Mara a pointé du doigt le carton à moitié rempli. Tu ne peux pas juste partir. C'est ta maison. Je suis resté assis sur le bord du lit parce que je savais que si je me levais, mes jambes lâcheraient. La chimio avait le don de vous mettre à terre exactement quand vous aviez besoin de force. Trevor s'est interposé entre nous. Il a une ordonnance du tribunal. Il déménage dans un logement médicalisé. C'est un kidnapping, a claqué Brent. C'est de la conformité, a répondu Trevor, d'un calme olympien. La tension dans la pièce a claqué comme un élastique tendu. Mara s'est jetée en avant, non pas pour me frapper, mais pour attraper les vêtements hors du carton avec des mouvements frénétiques et saccadés, comme si, en remettant tout en place assez vite, la décision du tribunal s'inverserait d'elle-même. Brent a attrapé un de mes sacs à dos et l'a lancé à travers la pièce. Navarro est rentré juste à temps pour le voir heurter le mur. Et, a-t-il averti en s'avançant. Arrêtez. Brent s'est retourné brusquement. C'est une affaire de famille. Restez en dehors de ça. Navarro a tenu bon. Vous en avez fait mon affaire quand vous avez mis en danger l'un de mes élèves. Pendant une seconde, j'ai cru que Brent allait le frapper. Ses poings se sont serrés, ses épaules se sont tendues, mais Trevor a bougé subtilement, juste assez pour rappeler à tout le monde qu'il était le seul dans la pièce formée pour maîtriser les gens. Mes parents ont reculé, mais pas par défaite, plutôt comme une retraite tactique. Alors qu'on me faisait sortir de la maison en fauteuil roulant, Mara m'a crié après, la voix brisée, tu choisis des étrangers plutôt que ta propre famille. Je n'ai pas répondu. En partie parce que je n'avais pas l'énergie, mais surtout parce que ce n'était pas vrai. Ils avaient cessé d'être ma famille au moment où ils avaient commencé à calculer ma valeur. L'appartement de transition était calme, d'un calme troublant au début. La fenêtre donnait sur une petite cour avec quelques arbres. Une infirmière passait une fois par jour pour vérifier mes signes vitaux. Mes médicaments étaient étiquetés dans une petite boîte soignée, comme si j'étais une sorte de projet scientifique. Après le chaos du tribunal et la crise de mes parents, le silence semblait irréel. Mais ça n'a pas duré longtemps. Le premier signe que quelque chose clochait s'est produit 3 nuits après mon emménagement. Je me suis réveillé au son de la poignée de porte qui cliquetait doucement, mais intentionnellement. Quelqu'un la testait. Je me suis figé, écoutant. La porte était verrouillée. Je vérifiais toujours 2 fois. Ma poitrine s'est serrée alors que le cliquetis s'arrêtait. Puis il a repris, plus lentement cette fois. J'ai cherché mon téléphone, mais mes mains tremblaient trop pour le déverrouiller. Après quelques secondes qui ont semblé durer des heures, le bruit a cessé. Le lendemain matin, j'ai trouvé une empreinte de pas sur le paillasson, plus grande que la mienne. Pas celle d'une infirmière ou du personnel. Je connaissais leurs chaussures à ce stade. Cécilia n'a pas écarté la chose. Elle ne m'a pas dit que j'étais paranoïaque. Elle a soupiré comme si elle attendait cette partie. D'accord, a-t-elle dit. On fait ça de la manière ennuyeuse. Rapport de police, nouvelle serrure, une alarme de porte, et on commence une trace écrite pour que personne ne puisse prétendre que ça n'est pas arrivé. Elle a fait une pause, les yeux perçants. Les affaires de harcèlement ne se gagnent pas avec un seul moment effrayant. Elles se gagnent avec des motifs récurrents. Mais ça ne s'est pas arrêté. 2 jours plus tard, je suis rentré d'une prise de sang pour trouver la porte de mon appartement légèrement entr'ouverte. Ma première pensée a été les clés. Les clés du personnel. Les clés de la maintenance. Le genre d'accès qui existe dans n'importe quel bâtiment médical. Le genre qu'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'on doive le craindre. Trevor a vérifié la serrure avec une sorte de colère contrôlée. On change les serrures aujourd'hui, a-t-il dit. Et tu vas avoir un capteur de porte. Plus de mystère. Rien n'avait été volé. Rien n'avait été cassé, mais quelqu'un avait fouillé mes tiroirs soigneusement, comme s'il voulait que je sache qu'il était passé sans causer de dégâts visibles. Trevor a traversé l'appartement les bras croisés, la mâchoire serrée. C'était un message. Je n'ai pas demandé de qui. Nous le savions tous les deux. Puis est venu le problème du cousin. J'ai aperçu Dorian Hay, le même cousin à qui mes parents avaient essayé de donner l'autorité médicale, debout devant l'entrée de l'hôpital un après-midi, appuyé nonchalamment contre un pilier comme s'il attendait quelqu'un. Il m'a regardé entrer en fauteuil roulant. Il n'a pas fait signe, n'a pas souri, a juste regardé.
Quand nos yeux se sont croisés, il a articulé quelque chose. 3 mots lents. On va arranger ça. Je l'ai dit à Cécilia avant même que les roues de mon fauteuil n'arrêtent de grincer. Elle n'a pas eu l'air choquée. Elle avait l'air fatiguée, comme si c'était la case suivante sur un plateau qu'elle avait déjà cartographié. Elle a passé un coup de fil. 10 minutes plus tard, la sécurité de l'hôpital a approché Dorian avec ce sourire poli et professionnel. Ça ne veut pas dire gentillesse. Ça veut dire responsabilité civile. Il a d'abord argumenté, les mains en avant, une voix innocente, mais la posture du garde n'a pas changé. Dorian est parti, et en s'éloignant, il m'a regardé en arrière comme si le couloir était encore à lui. Cécilia a déposé un avis de violation de propriété le même jour, donc la prochaine fois qu'il se montrerait, ce ne serait pas un malentendu. Ce serait une violation. Puis son visage est devenu froid. Je dépose des avis de harcèlement aujourd'hui. Talon me rendait visite quelques fois par semaine, l'air toujours épuisé d'avoir à gérer les répercussions à la maison. Il disait que les choses dégénéraient vite, que Mara avait commencé à dire aux proches que j'étais retenu en otage et que Brent prétendait que l'hôpital falsifiait les dossiers. La famille élargie était divisée entre les ignorer et nourrir leur délire. Talon a dit doucement un soir, ils te blâmeront pour toujours, tu sais. Je l'ai regardé. Pourquoi? Pour ne pas être mort? Il a dégluti difficilement. Ouais. Mon avant-dernier cycle de chimio a frappé plus fort que les précédents. Je passais la plupart des jours enfoncé dans les oreillers, faible et étourdi. Mais mentalement, j'étais plus affûté que jamais. Chaque parcelle de chaos confirmait que j'avais fait la bonne chose. Que partir n'était pas une trahison. C'était de la survie. Une nuit, alors que j'étais à moitié endormi, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Un message vocal. Je n'aurais pas dû l'écouter, mais je l'ai fait. La voix de Mara, déformée par la fureur, a chuchoté, « Tu ne t'en tireras pas comme ça. » Les familles restent ensemble. Je ne l'ai pas effacé. Mon pouce a plané sur l'option pendant une seconde entière. Pur instinct, pur dégoût. Puis je me suis arrêté. La voix de Trevor a traversé ma tête, « Garde tout. » Je l'ai transféré à Cécilia et j'ai sauvegardé une copie comme si je stockais du poison dans un bocal. L'audience finale était prévue pour mercredi matin, non pas pour débattre à nouveau si j'avais besoin de chimio, car cela avait déjà été décidé. Celle-ci concernait l'autorité à long terme et si le tribunal allait enfin mettre un mur solide entre mes parents et moi. Mais Cécilia m'a dit de ne pas voir ça comme le tribunal qu'on voit dans les films. C'est une procédure, a-t-elle dit. Nous avons déjà prouvé la partie urgence. Celle-ci finalise juste le tout. Elle a dit ça comme si nous ne marchions pas droit dans une tempête que tout le monde voyait venir. Les jours précédant l'audience ont semblé interminables. Mon dernier cycle de chimio a frappé plus fort que n'importe quel autre avant, comme si mon corps combattait le traitement et la maladie en même temps. Mes os me faisaient mal profondément. Mon estomac était imprévisible. Et sortir du lit ressemblait à se traîner dans de la boue épaisse. Mais je continuais de me rappeler, après ça, j'avais une chance de rémission. Une vraie. Talon est passé 2 soirs avant l'audience. Il avait l'air usé, des cernes, les épaules raides, le genre d'épuisement qu'on n'obtient pas avec des exercices d'entraînement. Il a apporté des courses du magasin où il travaillait et s'est assis en face de moi pendant que je me forçais à avaler de la soupe. Il n'a pas parlé pendant un long moment. Puis il a dit doucement, « Ils pensent que tu vas gâcher leur vie. » J'ai posé la cuillère. Je n'ai rien fait, à part refuser de mourir gratuitement. Il n'a pas argumenté, il a juste hoché la tête comme s'il comprenait enfin quelque chose qu'il évitait depuis des années. Avant de partir, il a hésité dans l'embrasure de la porte. Quoi qu'il arrive mercredi, a-t-il dit, je témoigne. Je n'ai pas réalisé à quel point cela m'a soulagé jusqu'à ce qu'il soit parti, et que je puisse enfin respirer à nouveau. Le matin de l'audience, l'hôpital a organisé le transport en fauteuil roulant à nouveau. Trevor a insisté pour m'accompagner. Tu n'iras pas sans soutien médical, avait-il dit, et Navarro suivait derrière dans sa voiture. Cécilia était déjà partie tôt pour préparer. Alors qu'on me faisait entrer dans le tribunal, j'ai ressenti à nouveau cette lourde pression, la même que lors de l'audience d'urgence. Mais maintenant, elle semblait plus aiguë, plus concentrée, comme si le bâtiment lui-même se préparait à l'impact. Mes parents étaient déjà à l'intérieur, et au moment où ils m'ont vu, tout a craqué. Mara a bondi de son siège si vite que la chaise a basculé.
Son maquillage était taché, ses cheveux en désordre. Rylan, chérie, a-t-elle crié en se précipitant vers le fauteuil roulant. Tu n'as pas à faire ça. On peut tout arranger. Trevor s'est interposé devant elle, bloquant le chemin sans la toucher. Reculez. Brent s'est levé juste après elle, la mâchoire serrée, les yeux fixant tout le monde sauf moi. C'est inutile. Il a subi un lavage de cerveau. Navarro a renâclé, pas discrètement. Le juge était différent cette fois. Une femme aux cheveux gris tirés en arrière, des lunettes perchées bas sur le nez, le genre de présence qui fait se tenir droit des adultes. À la seconde où elle a pris place, l'avocat de mes parents a bondi sur ses pieds. Votre honneur, avant de commencer. Elle l'a coupé. Asseyez-vous. Nous avons un rôle chargé, et cette affaire a déjà pris plus de temps au tribunal que nécessaire. C'était la première fois que je voyais l'avocat de mes parents obéir à quoi que ce soit instantanément. Le juge m'a regardé en premier. Rylan, comprenez-vous la pétition que vous avez déposée? Ma voix était rauque à cause de la chimio, mais stable. Oui, madame. Et vous souhaitez continuer sans implication parentale? Oui. Elle a hoché la tête, puis s'est tournée vers la pile de documents fournis par Cécilia, dossiers médicaux, rapports des travailleurs sociaux, renvois scolaires ignorés, tentatives de transfert d'autorité, demandes de décharge, notes de harcèlement, plaintes de sécurité, une montagne de preuves. Chaque page étant un clou de plus dans le cercueil de la crédibilité de mes parents. Puis sont venus les témoignages. Le docteur Atwood a expliqué mon pronostic, les chances de survie avec la poursuite du traitement, et la quasi-certitude d'une rechute si le traitement était écourté. Il n'a pas dramatisé. Il n'a pas adouci. Il a délivré la vérité comme un scalpel. Cécilia a expliqué les schémas documentés de négligence calmement mais fermement. Elle a présenté des notes dactylographiées, des chronologies, des résumés, des témoignages. Mara chuchotait avec colère tout le temps, mais le juge l'a ignoré. Trevor a témoigné ensuite. Il a fait court. J'ai vu des choses qu'aucun enfant ne devrait avoir à gérer. J'ai vu des décisions qui n'étaient pas tant des décisions qu'une indifférence calculée. Et j'ai vu à quelle vitesse ils ont essayé de l'abandonner dès qu'une opportunité pour un autre fils s'est présentée. Puis le juge a demandé si quelqu'un d'autre souhaitait parler. Talon s'est levé. Mes parents se sont figés comme si quelqu'un les avait frappés avec un pistolet paralysant. Il s'est avancé lentement vers l'avant, sans drame, sans trembler, juste stable. Quand il a parlé, sa voix s'est brisée une fois, mais il ne s'est pas arrêté. Ils m'ont toujours choisi, a-t-il dit. À chaque fois, chaque jour. Et je ne savais pas à quel point c'était grave jusqu'à tout ça. Il s'est tourné vers nos parents. Vous m'avez dit que je devais l'accepter parce que j'étais la priorité. C'est comme ça que tu appelles ça, a marmonné Brent. Talon, assieds-toi. Alan, ne t'affiche pas, mais il a continué. Vous avez essayé d'arrêter son traitement pour que je puisse aller dans une académie. Est-ce que vous entendez à quel point c'est dingue? Il a failli mourir parce que vous ne vouliez pas payer pour lui. La voix de Mara a jailli, déchiquetée et tranchante. Nous avons fait ce que nous devions faire pour l'avenir de cette famille. Le juge a frappé son marteau. Encore un éclat et vous serez expulsé. Talon a fini doucement. Rylan mérite de vivre. Ça aurait dû suffire. Et il a reculé. Pour la première fois, mes parents ont eu l'air véritablement stupéfaits, non pas par culpabilité, mais par la réalisation que l'enfant qu'ils valorisaient avait rompu les rangs. Le juge a pris sa décision et a parlé sans hésitation. Compte tenu des preuves accablantes de négligence médicale et de tentatives d'interférence avec les soins, le tribunal accorde à Rylan le droit de consentir à son propre traitement oncologique et désigne l'hôpital comme tuteur médical temporaire pour toutes les décisions liées au cancer, y compris le traitement, l'accès au dossier, la communication avec les assurances et la coordination de la facturation. Ses parents ont l'interdiction de contacter les prestataires, d'accéder aux informations médicales ou de tenter de modifier ses soins de quelque manière que ce soit. Mara a haleté comme si elle avait été poignardée. Brent s'est levé, les poings serrés. Le juge n'avait pas fini. De plus, une ordonnance restrictive sera émise. Vous ne contacterez pas Rylan en personne, par téléphone ou par l'intermédiaire de tiers. Les services sociaux mèneront une enquête complète sur votre foyer. Si un autre harcèlement se produit, vous pourriez faire face à des accusations criminelles. Mara a commencé à sangloter. Brent a commencé à crier quelque chose à propos de conspiration à nouveau.
L'huissier est intervenu avant que les choses ne dégénèrent. Ils ont été escortés dehors, criant toujours convaincus qu'ils étaient ceux qui subissaient une injustice. Quand les portes se sont fermées derrière eux, la salle est devenue silencieuse. Vraiment silencieuse. Pas du genre lourd et tendu. J'ai expiré lentement. Trevor a placé une main ferme sur mon épaule. Navarro a hoché la tête. Cecilia a souri faiblement. Talon s'est assis à côté de moi, les yeux rouges, les mains serrées, mais stables. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai ressenti quelque chose proche du soulagement. Pas une victoire, juste une libération. Comme si le poids qui m'écrasait s'était enfin fissuré. Plus tard ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai aligné 3 choses sur mon étagère, l'ordonnance du tribunal. Le boulon du SUV sous lequel je m'étais éraflé le bras à 12 ans. Le petit carnet où j'avais tout documenté. 3 preuves, 3 rappels de qui j'avais été, et de qui j'étais devenu. Ils ont passé des années à préparer un avenir sans moi. J'ai survécu assez longtemps pour construire le mien.